Bonjour, bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais vous parler de programmation fonctionnelle aujourd'hui, et on va commencer par mes slides. Alors, je m'appelle Xavier Detemps, et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Zenica. Fin des slides. Je vais vous parler de programmation fonctionnelle, et pour faire ça, je vais coder quelque chose, alors en JavaScript, parce qu'à peu près tout le monde comprend le JavaScript et que ça me permet de vous expliquer les choses simplement. Et pour ça, je vais résoudre un problème. Alors le problème, il est assez simple. J'ai plein de DVD à la maison. Et de temps en temps, j'ai besoin de chercher un livre et de savoir, par exemple, en quelle année c'est fait. Du coup, je me suis codé un petit truc. Et je cherche un titre, donc par exemple Interstellar, au sein d'une collection de DVD ou de films. Et puis, en l'occurrence, dans mon test, ma librairie est assez petite et elle ne contient pas Interstellar, donc le résultat est vide. Même chose, si je cherche Matrix, je trouve Matrix. Et puis si je cherche juste une lettre, par exemple O, il y a deux films qui matchent ce nom-là. Il y a Intouchable et Forrest Gump. Ça, c'est pour les tests. Et puis au niveau du code, j'ai une solution que je pense vous comprenez tous. J'ai un résultat. Dans ce résultat-là, je vais parcourir en fait chacun des films que j'ai. Et puis si jamais le titre que je cherche est inclus dans le titre, alors je rajoute ça à mon résultat et je retourne le résultat. Simple. Jusque-là, tout le monde comprend. Yes? OK. Et la bonne nouvelle, c'est que ça passe mes tests. Wouh! OK. Maintenant, ça, en fait, ça s'appelle de la programmation impérative. J'explique à la machine comment est-ce qu'elle doit travailler pour arriver à me donner le résultat. Et au passage, il n'y a qu'un seul point d'entrée. C'est un petit peu différent par rapport à ce que vous connaissez. Vous allez voir, je vais faire une transformation de dingue. Ici, si je l'appelle matches, je viens de changer de paradigme. Je suis passé en procédural. J'ai plusieurs points d'entrée dans mon code, et puis je vais pouvoir réutiliser certains points d'entrée pour pouvoir développer plus de code. Et donc ça, c'est vachement bien, parce que ça me permet de sortir un petit peu de code. Ça me permet, par exemple, imaginons que ici, j'ai envie de sortir une méthode qui s'appelle title et qui retourne le titre. Ça, c'est possible. Imaginons que includes, j'aime pas le nom, parce que j'ai des goûts bizarres, et que j'ai envie de le renommer. Alors, ça s'appelle une string. J'ai envie de le renommer. Oups. Je vais y arriver. Et comme je le disais, j'ai des goûts bizarres, et j'ai envie de l'appeler isInfix off, pour dire que ma query est au milieu de ma string. Tout ça, vous voyez, mes tests se lancent en continu. Vous l'avez, test pass. Vous allez voir, ça va devenir important un petit peu plus tard. Et puis, sur ma dernière mission, il y a un architecte qui m'a expliqué que quand il y avait deux niveaux d'indentation comme ça, c'était pas bien et qu'il fallait éviter de faire ça. Et du coup, je le sors dans une méthode et je l'appelle add if matches. Et ça passe toujours mes tests. Jusque-là, c'est du refactoring. Tout le monde sait ce qu'est du refactoring. Je change la structure de mon code sans en changer le comportement tel que mesuré par mes tests. Bon, le refactoring du code de prod, c'est bien, c'est ce que je viens de faire, mais il y a aussi le code de test, il ne faut pas l'oublier. Donc on regarde un petit peu mon code de test, puis on voit que, mine de rien, je me répète dans mon code de test, il y a tout le temps la même collection. Donc on va changer ça. Je vais l'appeler movies. Et puis on va le bouger pour le réutiliser. Donc jusque-là, pas de problème. Et puis du coup, je peux l'utiliser ici. Puis je peux l'utiliser ici.
Pas de problème. Oh, mes tests passent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de faire un refactoring qui est évident. Je prends de la répétition, je le mets dans une variable. Sauf que faire ça, ça casse mes tests. On va essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, dans ma fonction findByTitle, je fais un truc un petit peu particulier. C'est que j'appelle collection.shift. Alors pour ceux qui ne connaissent pas JavaScript, c'est très simple. Collection.shift, c'est comme un pop. Ça vous prend le premier élément de votre collection, vous le retourne et le supprime de la collection. Donc du coup, quand mon premier test passe, bah, tout se passe bien. Et puis mon deuxième test se récupère une collection vide pour essayer de trouver matrix. Et du coup, il ne trouve rien. Donc mon test ne passe pas. C'est normal. Et ça, c'est pas glop. Parce que j'ai fait un refactoring qui était juste évident pour tout le monde, et j'ai cassé mon code. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets de bord. Et en programmation fonctionnelle, faire des effets de bord, c'est mal. Donc on va tout faire pour éviter les effets de bord. Et là, on vient de voir pourquoi c'était mal, c'est que c'est difficile de réfléchir sur mon code. Bien. Alors déjà, on va commencer par corriger mes tests. C'est assez facile en JavaScript. On a un for qui existe, letOff, qui me permet d'itérer sur ma collection sans supprimer les éléments, ce qui est plutôt bien. Et du coup, mes tests sont de nouveau verts. Youpi. Bon, du coup, les effets de bord, c'est pas top. Donc on va essayer de les repérer. Et on va essayer de refactorer notre code de manière à s'assurer qu'on fait aucun effet de bord dans notre code. Premier principe de la programmation fonctionnelle, on évite au maximum les effets de bord. Alors on dit au maximum parce que le défaut de ne faire aucun effet de bord, c'est que votre programme devient complètement inutile. Si vous faites aucun effet de bord, vous affichez rien à l'écran, vous écrivez rien sur le disque, vous envoyez rien sur le réseau. Tout en RAM. Donc les effets de bord, ça a du bon, mais à la périphérie de votre programme. Et là, je ne suis pas à la périphérie. OK. Du coup, on va essayer de repérer ça. Et pour repérer ça, il y a une astuce, c'est de regarder un petit peu les signatures des méthodes et les types. Donc, pour vous habituer à ma notation, title, c'est quelque chose qui prend une movie et qui retourne une chaîne de caractères. isInfixOf, c'est quelque chose qui prend un string, un autre string, et qui retourne un booléen. Jusque-là, pas de souci. Matches. Matches, c'est quelque chose qui prend un string, une movie, et qui retourne un booléen. Ça, c'est des signatures dont on a bien l'habitude. Add, if, matches. C'est quelque chose qui prend alors un string, movie, un tableau de movie, et qui retourne rien. Alors là, il y a deux options. Quand une fonction vous dit « je prends des paramètres et je te retourne rien », soit la méthode ne fait rien et est complètement inutile, auquel cas supprimez-la, soit elle est utile et donc elle fait un effet de bord. C'est le seul autre moyen qu'une fonction a d'être utile quand elle vous retourne rien, c'est de faire des effets de bord. Alors pour vérifier, c'est très simple. Vous prenez le code, vous le supprimez, vous relancez vos tests, la fonction est utile, elle fait donc des effets de bord. Donc, to do, on corrigera les effets de bord. Enfin, pour vous montrer que la signature, c'est pas magique non plus. findByTitle, c'est quelque chose qui prend un string, collection de films, et qui retourne une collection de films. Et ça, c'était vrai même avant quand j'avais les effets de bord. Donc c'est pas parce que j'ai une signature qui me retourne quelque chose qu'elle ne fait pas des effets de bord.
on a possibilité de mentir aux développeurs et de faire des effets de bord, même si on le fait croire qu'en fait non. Bien, du coup, il va falloir éviter les effets de bord. Pour ça, je vais commencer par vous introduire quelques concepts de programmation fonctionnelle, et vous allez voir qu'en fait, vous les connaissez déjà. Par exemple, je peux écrire que j'ai une variable qui s'appelle predicate et qui contient la fonction matches. Et là, je suis en train de faire quelque chose de très particulier, en fait. Je suis en train de dire, sur la ligne d'avant, on le voit, je mets dans result un tableau vide, et là, je mets dans predicate une fonction. Ça veut dire que ce soit une valeur comme tableau vide ou une fonction, je les traite exactement de la même manière. Et ce principe-là, si vous voulez briller en soirée, ça veut dire que vous faites des functions as first class citizen, ou fonctions comme citoyen de première classe. Et ça implique plein de choses. Parce que maintenant que j'ai une variable qui contient une fonction, vu que j'ai une variable, je peux la passer en paramètre. Donc je passe un predicate à addIfMatches. Et j'utilise ce predicate à la place de matches. Ça passe toujours mes tests. Au passage, on renomme, parce que maintenant ça s'appelle addIf, vu que je donne le prédicat pour la condition. Ok, tout ça c'est cool, mais ça ne m'a pas résolu mon problème d'effet de bord. C'est mignon, hein, mais ça sert à rien. Bon, presque en fait. On va voir un concept supplémentaire et on va arriver à résoudre notre problème. Imaginons que je crée une fonction add. Alors, first class citizen, ça veut dire que je peux écrire mes fonctions comme ça, directement dans mon code. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre push là-dedans. Okay, la ligne qui fait des effets de bord, c'est celle-là, et là, je suis en train de la déplacer ici. Ok. Bon, ce que je viens de faire, c'est pas anodin non plus, en fait. Je vous ai presque menti. Je suis en train de mettre une fonction dans une variable. Functions as first class citizen. Jusque-là, tout va bien. Mais je fais un truc en plus. Le truc que je fais en plus ici, c'est result. J'utilise result, qui n'est pas un paramètre que j'ai reçu de ma fonction. Donc je pourrais l'écrire autrement. Je pourrais l'écrire comme ça. Okay. Je pourrais dire que j'ai un paramètre R qui contient un result et que je vais utiliser ce paramètre-là. Sauf que cette notation-là n'est pas tout à fait identique, en fait. Parce que là, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai une fonction qui prend deux paramètres, qui sont movie et R, mais R a comme valeur par défaut result. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. En fait, ce que je veux faire, c'est dire R, il aura toujours result. Et je ne laisse pas la main à mon appelant pour me donner une autre valeur que result. Dit autrement, je ne veux pas offrir la possibilité à mon appelant de choisir la valeur de R. Je veux fermer cette possibilité-là. Movie, c'est un paramètre qui est dit ouvert. Par opposition aux paramètres qui sont fermés, qu'on n'a pas possibilité en JavaScript d'écrire, et dans beaucoup de langages, on n'en a pas, parce qu'il y a beaucoup de sucre syntaxique à côté, parce qu'il suffit de l'utiliser, en fait. Et là, j'ai un paramètre qui est caché, qui s'appelle result, et qui vaudra toujours result. Et donc, j'ai un paramètre qui est fermé. Closed, en anglais. Voilà, ce type de fonction-là, qui vient avec des paramètres qui sont planqués et où on n'a pas le choix, c'est des fonctions qui ont au moins un paramètre qui est fermé. C'est ce qu'on appelle des closures. C'est de là vient le nom. Mais du coup, c'est une fonction comme les autres, et je peux la passer en paramètre. Et je peux l'utiliser à la place du push ici. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai plus besoin de result.
ça passe toujours mes tests. Bon, c'est cool, je vous ai sorti 2 buzzwords hein, et j'ai toujours pas résolu mon problème de side effect. Sauf que maintenant, je suis en position pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique vachement bien pour éviter de faire des bêtises, que tout le monde connaît, qui est de laisser les autres faire. Et donc, du coup, plutôt que ce soit add-if qui va faire l'effet de bord, bah add-if va retourner une fonction que peut appeler mon appelant s'il a envie de faire des effets de bord. Mais du coup, c'est pas add-if. Perché. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner une fonction qui va prendre en paramètre un film et faire un effet de bord. Donc, au passage, j'ai oublié de changer la signature ici. Là, j'ai une fonction qui prend en paramètre un film et fait un effet de bord. C'est add. Et en paramètre ici, j'ai reçu un paramètre supplémentaire qui est une fonction qui prend un string et un film et qui retourne un booléen. Bien. Et donc du coup, c'est facile. Hein. Au lieu d'appeler add, je le retourne. Sauf que du coup, dans mon else, il faut que je retourne quelque chose. Mais on connaît les fonctions as first class citizen déjà. Donc je peux retourner une fonction. Je vais prendre movie et qui ne fait rien. Et enfin, dernière chose, du coup, addif ici me retourne une fonction. Et j'ai plus qu'à appeler cette fonction-là avec movie. Et je repasse mes tests. Et du coup, super nouvelle, on a éliminé notre effet de bord de addif. On va regarder les dégâts après. On va commencer par un petit peu des mots magiques pour briller en soirée. La fonction addif, elle fait 2 choses. Elle reçoit en paramètre une fonction, et même elle retourne une fonction. Que ce soit l'un ou l'autre, on dit que ces fonctions-là qui reçoivent en paramètre une fonction ou retournent une fonction, c'est les fonctions d'ordre supérieur. Higher order function. Parce que c'est des fonctions qui manipulent des fonctions. C'est pas la basse populace des fonctions normales. Ça, c'était le petit mot magique. Maintenant, on va regarder les dégâts de ce que j'ai fait. Première mauvaise nouvelle, c'est que j'ai déplacé mon effet de bord. Je ne l'ai pas supprimé. Deuxième mauvaise nouvelle, le mot add, il est dupliqué. Troisième mauvaise nouvelle, le mot movie, il est dupliqué. Et enfin, ma préférée, c'est plus compliqué. C'était plutôt simple avant, et là je fais une histoire de fonctions qui retournent des fonctions, c'est plus dur à comprendre. On ne comprend pas en lisant tout de suite. Bon, du coup, j'avais un problème, maintenant j'en ai 4, tout va bien. Un travail classique. On va commencer par le plus simple. Add. Alors, je vais vous donner une astuce pour arriver à résoudre les problèmes de duplication. Quand vous avez du code qui est dupliqué à 2 endroits, le meilleur moyen d'éviter la duplication, c'est d'en supprimer un. Problème résolu. Bon, en fait, ce que je viens de faire, c'est très particulier, encore une fois. Parce que je suis en train de mettre dans une variable une fonction qui n'a pas de nom. Et une fonction qui n'a pas de nom, à un moment, on a besoin d'en discuter entre nous, développeurs, etc., de parler d'une certaine fonction. Une fonction lambda. Ça s'appelle une lambda. Quand on vous dit lambda fonction, en fait, on est en train de faire ça. On est en train d'écrire une fonction qui n'a pas de nom. Alors, ce n'est pas anodin. C'est à la base de ce qu'on appelle le lambda calculus. Et ça prend 8 versions de Java pour y arriver. OK.
Donc déjà, j'ai éliminé un problème, et ça c'est cool. On va essayer maintenant d'éliminer le problème ici, qui est j'ai mon effet de bord. Alors le seul moyen d'éviter un effet de bord, c'est de commencer à être honnête. Plutôt de dire je fais des trucs dans ton dos et je rajoute à résulte quelque chose, il va falloir être explicite sur le fait que 1, on prend en paramètre une collection qui s'appelle résulte, et 2, on retourne une collection qui a été modifiée. Ça c'est facile. Je prends en paramètre des movies, et alors on évite le push, parce que le push fait un effet de bord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va concaténer. Et ça me donne une nouvelle collection. Bon, du coup, il faut le prendre en compte. Donc movie ici, ça prend en paramètre résulte, et ça, c'est la nouvelle valeur de résulte. Sauf que, du coup, ma signature ici a changé. Elle prend 2 paramètres. Or, ici, j'ai dit que je retournais quelque chose qui prenait qu'un seul paramètre. Donc, add, maintenant, on prend un tableau de movie. Retourne une fonction qui prend un tableau de movie. Non, c'est ça. Et évidemment, ici, là, il faut que je prenne des movies et que je retourne quelque chose sans rien changer. Des movies. Je repasse mes tests. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai supprimé mon effet de bord. On y est arrivé. Enfin, presque. Petite typo ici. OK. Bon, on va s'attaquer au problème suivant. Movie, qui est dupliqué. Alors jusque-là, vous avez vu, j'ai fait que utiliser des choses que vous connaissez. Vous saviez qu'on pouvait mettre une fonction en paramètre et vous saviez qu'on pouvait utiliser résulte. Après, je l'ai exploité un petit peu plus. Et là, je vais l'exploiter encore plus pour arriver à supprimer movie. Mais pour ça, restez avec moi. Il va falloir que je fasse un truc un peu bizarre. Parce que ici, j'ai une fonction qui prend 2 paramètres, movie et movies, et qui fait la concaténation des deux. Bon, en fait, je vais transformer ça en disant que j'ai qu'une seule fonction, j'ai une fonction qui prend un seul paramètre et qui retourne une fonction qui prend le 2e paramètre et qui fait la concaténation des deux. Un peu tendu, n'est-ce pas? Mais ça, c'est des choses que vous connaissez. Fonction à first class citizen, higher order function et closure. La fonction que je retourne ici est une closure vis-à-vis de movie. Bon, du coup, c'est ce que je suis en train de passer en paramètre ici à add. Très bien. Et donc, là, il faut que je l'appelle un peu différemment. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'appelle la première fonction en lui donnant un premier paramètre, qui me retourne une fonction, et je lui donne le 2e paramètre en argument. Je l'ai fait sur quoi? Oui, excusez-moi, je suis en train de le faire sur le mauvais truc. Hop là. Pardon. Donc, ce que me retourne addif, c'est donc une fonction que je dois appeler sur le premier paramètre, qui me retourne une fonction que je dois appeler sur le 2e paramètre. Et enfin, vu que le type a changé, il faut évidemment que je le fasse ici. Et je repasse mes tests. Alors ici, en vrai, vous allez me dire, ouais, c'est plus compliqué, tout ça. Et en fait, j'ai remplacé 2 caractères par 2 autres caractères. C'est pas si plus compliqué que ça. Par contre, que vous me disiez, là, ici, c'est plus compliqué, je veux bien l'entendre. On va voir qu'en fait, non. Mais là, j'ai fait quelque chose de particulier sur ce qui est surligné. J'ai transformé une fonction qui prenait 2 paramètres en 2 fonctions qui prend un seul paramètre. Ça, c'est ce qu'on appelle la curification.
C'est super joli. Mais en plus, ça sert à quelque chose. Ce quelque chose, c'est que, en fait, dans add, maintenant, je pourrais lui passer un paramètre en plus, le premier paramètre, quand je suis dans ma fonction addIf. Je pourrais lui dire, by the way, quand tu vas appeler la fonction add, je connais déjà le premier paramètre, c'est movie. Et du coup, ce que je te retourne, c'est non plus une fonction qui prend deux paramètres, movie et un tableau de movie, mais juste une fonction qui prend un tableau de movie. Du coup, évidemment, il faut que j'aligne mes types, mais ça c'est facile, je supprime du code. Tout va bien. Et bonne nouvelle, du coup, j'ai plus besoin de passer le premier paramètre. Et j'ai résolu ce problème-là. Double bonne nouvelle, c'est un peu moins compliqué. Et ce que je viens de faire là, le add qu'il y a là, où je passe un paramètre sur les deux à ma fonction, encore une fois, c'est un petit mot magique, ça s'appelle l'application partielle. Je donne qu'une partie de mes paramètres à la fonction. Et du coup, ça me retourne une nouvelle fonction qui attend la suite. Parce qu'il me faut tous mes paramètres pour exécuter ma fonction. Et ça a été possible grâce à la currification qu'on a vue avant. Qui a été possible parce qu'on a vu les fonctions comme citoyens de première classe et les fonctions d'ordre supérieur. Et les closures. Donc ça a l'air super cool. Et quand un truc il est super cool, on en met partout. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer qu'en fait la notation elle n'est pas plus compliquée que ce que vous avez l'habitude de voir. En JavaScript, vous pouvez écrire des lambdas comme ça. Il y a aussi une nouvelle notation qui dit, vous enlevez le mot-clé fonction et vous mettez une flèche ici. Et ça fait la même chose. Mieux, si votre fonction consiste juste à retourner quelque chose, vous virez les accolades et return, et vous savez la même chose. Du coup, on pourrait le faire sur cette fonction-là aussi. Et on peut virer le code qu'il y a là. Et voilà. Bon, en vrai, je ne vais pas faire ça. Je vais garder ça, vous allez voir très vite pourquoi. Au passage, si une lambda prend un seul paramètre, on peut même virer les parenthèses. Et ça fait la même chose. Et là, normalement, à ce moment-là, si vous plissiez très fort les yeux, vous vous rendez compte que c'est la même chose que d'habitude, en fait. Parce que, en plissant bien les yeux, ici, vous lisez fonction, qui s'appelle add, et qui prend deux paramètres, movie et movies, et qui fait la concaténation. Vous pouvez aussi le lire comme étant une fonction, qui s'appelle add, qui prend un paramètre, qui s'appelle movie, et qui retourne une fonction, qui prend un deuxième paramètre qui est movies, et fait la concaténation. Donc au final, vous avez quelque chose qui est fortement ressemblant à ce que vous avez l'habitude, mais qui en plus est currifié, et donc sur lequel vous pouvez faire de l'application partielle. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'est très proche. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça devient encore plus facile à mettre en place. Vous allez voir. Donc, le mot-clé pour fonction, ça devient let. Ça s'appelle title. Ça prend un paramètre qui s'appelle movie. Et ça retourne le titre de la movie. Let is un fixoff. C'est quelque chose qui prend une query, qui prend un string, et qui appelle include. Alors ça passe plus mes tests. Bah oui, parce que du coup, ça devient une fonction currifiée. Et donc du coup, il faut que je change mon appel à isInFixOff ici par l'autre méthode d'appel, qui est plutôt que faire virgule espace, faire parenthèse, parenthèse. On continue là-dessus. Matches, c'est query, avec une movie, et c'est appelé ici, donc je remplace par des parenthèses.
Et on peut faire ça avec beaucoup de paramètres. Addif, c'est une fonction qui prend un predicate, une query, movie, et qui retourne tout ça. Alors évidemment, je change mon appel ici. Et ça passe mes tests. Et enfin, parce que j'ai dit que je le mettrais partout, find by title. Ça fera une query, une collection. Et dans mes tests, je vais le corriger. Et ça passe mes tests. Donc au final, j'ai exactement le même code, sauf que cette fois, toutes mes fonctions sont queryfiées. Au passage, je peux le faire ici. Alors je dois même pouvoir... Hop là. OK. Et j'ai rien changé au côté compliqué. C'est aussi compliqué qu'avant. Au passage, ici, là, je pourrais inliner, parce que ça devient un paramètre en plus. Maintenant qu'on a l'habitude d'utiliser les higher order functions, ça devient normal de faire ce genre d'appel. OK? Bien. Sauf que maintenant que toutes mes fonctions sont queryfiées, je peux faire une application partielle sur toutes mes fonctions. Et en particulier matches. Ici, quand je match sur quelque chose, je match par rapport à une query. Et donc je peux dire que mon prédicat, ça consiste à matcher sur une query. Du coup, ici, j'ai plus besoin de l'utiliser. Mais du coup, j'ai plus besoin de query ici. Ça continue à passer mes tests. Alors par contre, le fait de faire ça, ça va quand même changer un petit peu les signatures. Mais en fait, pas tant que ça. Avant, ici, j'avais deux éléments qui étaient de type string, sauf que maintenant, j'ai un élément qui est de type string et qui me retourne une fonction qui prend en paramètre un string et qui retourne un booléen. Mais je peux aussi le lire comme avant, en disant j'ai deux paramètres qui sont de type string. Et du coup, en fait, les parenthèses, on les met jamais. Parce que c'est vraiment commun. On les met quand il s'agit d'un paramètre ou qu'on veut être très explicite dessus, mais en général, on ne les met pas. Alors ça, vu que je suis à la bourre, on va l'oublier, parce qu'on est en JavaScript. Il n'y a pas de type. Et puis ici, même chose. OK. C'est cool, sauf que maintenant, on va s'attaquer à ce problème-là. Et on va voir pourquoi tout ça nous a permis de le résoudre. Ça, je pense que c'est une fonction que vous connaissez plutôt bien, qui s'appelle filter. Je filtre vis-à-vis d'un prédicat. Bon, alors, on a tout queryfié, on va pas s'arrêter en ce bon chemin quand même. Donc forcément, on l'appelle aussi. OK. Donc, filter, qu'est-ce que ça fait? Ça prend un prédicat, une collection, et ça retourne tout ce qui match le prédicat dans la collection. C'est tellement commun que ça existe dans JavaScript. Et du coup, je viens de vachement de simplifier mon code quand même. OK. Filter, on a dit, c'est quelque chose qui est... Petit CTRL Z.
filter, c'est quelque chose qui est ultra commun. Au passage, la bonne nouvelle, c'est que mon addif ici ne sert plus à rien. J'aime supprimer du code. Bien. Title, c'est une fonction qui est triviale. Ça va chercher dans un objet une valeur. Tout langage a ça. isInfixOf, c'est quand même relativement commun. Ça vérifie si une chaîne en contient une autre. Là, ici, dans JavaScript, ça s'appelle includes. Parce que je suis un peu malade, je l'ai appelé isInfixOf. OK. Au passage, en vrai, ça s'appelle en camel case isInfixOf. OK. Ensuite, filter, c'est présent déjà dans la librairie JavaScript et Java. Et donc, du coup, les deux fonctions qui m'intéressent vraiment pour mon métier, ce sont findByTitle et matches. Et tout mon métier est contenu là-dedans. Et là, en fait, je suis sur un code qui est très fonctionnel. Parce que si vous regardez, je ne fais que manipuler des fonctions. À aucun moment, c'est moi qui parcours la collection, qui crée la nouvelle collection, etc. Et tout mon métier est là-dedans. Bien. En fait, je suis tellement fonctionnel que je vais vous le prouver. Qui a entendu parler de Haskell? OK. Pour ceux qui ne connaissent pas Haskell, c'est un langage de programmation fonctionnelle dit pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de langage de programmation fonctionnelle pur? C'est-à-dire que vous avez deux choix. Soit vous programmez de manière fonctionnelle, soit vous ne programmez pas. Et donc, si vous avez un code qui compile en Haskell, vous êtes garanti que c'est fonctionnel. Haskell, ça ressemble un peu à ça. Alors déjà, c'est un langage qui est fortement typé, contrairement à JavaScript. Et donc, je ne peux pas créer des films comme ça à la volée. Je suis obligé d'expliquer ce que c'est qu'un film. Donc, c'est ce que je fais ici. J'ai décrit le type film, qui contient un titre qui est de type string, une année qui est de type int, et au passage, je peux tester l'égalité dessus et l'afficher à l'écran. Très bien. Ce n'est pas la partie intéressante. La partie intéressante, c'est que là, vous retrouvez mes tests. Les tests que j'avais écrits en JavaScript, vous les avez ici. Et puis, si je lance mes tests, il me dit findByTitle, je ne connais pas. Au passage, le côté fortement typé vous dit, alors au passage, findByTitle, je ne le connais pas, mais s'il devait exister, il faudrait que ça prenne en paramètre une chaîne de caractères et un tableau de film, et que ça me retourne un tableau de film. C'est plutôt sympa de sa part. Fort bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en JavaScript, là, j'ai quelque chose qui est très fonctionnel. Alors, on va pousser le vice un petit peu plus loin. Je vous ai dit, on pourrait supprimer le return. Donc, on va le faire. Juste rapidement pour vous prouver que ça passe toujours les tests. Et maintenant, on commence à s'amuser. Je copie-colle du JavaScript dans Haskell. Et maintenant, je vais faire des tout petits changements pour que Haskell comprenne le code. Par exemple, le commentaire, c'est pas le même. C'est tiret-tiret au lieu de //. Fort bien. La seule chose qu'on peut déclarer en Haskell, ce sont des variables. Donc le mot-clé let ne sert à rien. Oups. Ensuite, niveau syntaxe, alors en Haskell, on ne met pas des doubles flèches, on met des simples flèches. Et enfin, dernière chose, en Haskell, on est explicite sur le fait qu'on fasse des lambda, des fonctions qui n'ont pas de nom. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le caractère lambda, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que je ne l'ai pas sur mon clavier. Du coup, ils ont cherché le caractère le plus proche. Celui-là, anti-slash. Donc pour dire que je fais une lambda, je mets un anti-slash ici, tout simplement.
Et ça passe mes tests. Donc globalement, à une syntaxe près, j'ai copié-collé du JavaScript dans Haskell. Maintenant, je vais vous montrer que Haskell a du sucre syntaxique fort sympathique. Avant le sucre syntaxique, je vous ai dit, c'est fortement typé. Donc les commentaires, c'est mignon, mais c'est mieux quand c'est vérifié. Là, le compilateur vérifie ça. Très bien. Au niveau du sucre syntaxique, écrire ces lambda là, c'est un peu ennuyeux. Et ben c'est très simple en fait. On va demander au compilateur Haskell de le faire pour nous. Je lui donne les paramètres du côté gauche du égal. Et il sait s'en sortir. Ça passe toujours mes tests. Fort bien. Au passage, bon, les points-virgules, faut peut-être arrêter avec ça. Le passage de paramètres se fait avec des espaces en Haskell. Donc les parenthèses, on évite aussi. On évite, sauf dans le cas où on veut quand même être explicite que ça, c'est un seul paramètre. Donc là, par exemple, je vais garder title movie. Même chose ici pour filter. J'ai besoin de garder celui-là. Et ici, j'en ai pas besoin. Ça, c'était pour vous montrer Haskell, qui est connu comme le langage horrible à apprendre, hein, au passage. Je vais m'arrêter là pour le live coding, pour profiter des 3 minutes qui me restent pour vous passer un petit message. Vous entendez parler de la programmation fonctionnelle. Ça commence à venir un petit peu partout. On a des lambdas dans à peu près tous les langages, en tout cas ceux qui sont utilisés maintenant. Du coup, visiblement, il y a quelque chose sur la programmation fonctionnelle. Je passe très rapidement sur le pourquoi on en entend de plus en plus parler. Mon point de vue, c'est l'architecture des machines aujourd'hui change. Avant, quand vous vouliez attendre que votre programme tourne 2 fois plus vite, vous attendiez 18 mois. Le processeur allait 2 fois plus vite, votre programme allait 2 fois plus vite. Ça ne marche plus. Ça, c'était la loi de Moore avant. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que ce n'est plus le même processeur. C'est d'autres processeurs à côté. Et donc, du coup, pour profiter de la loi de Moore, maintenant, il faut arriver à paralléliser. Et paralléliser, c'est super compliqué. Sauf si vous ne faites pas d'effet de bord et que vous êtes immutable. Ce que la programmation fonctionnelle recommande très fortement. Et donc, du coup, la programmation fonctionnelle, c'est top pour arriver à paralléliser. Par exemple, en Java, sur les streams, vous avez stream.parallèle qui vous permet de lancer ça de manière parallèle. Et ça marche si facilement parce que c'est de la programmation fonctionnelle qu'il y a derrière. Ne faites jamais d'effet de bord, ou en tout cas, faites très attention quand vous faites des effets de bord dans un stream parallèle. Et donc dans un stream tout court, parce qu'au passage, vous ne savez pas s'il est parallèle ou pas, hein, quand vous faites juste un stream. Sauf que du coup, il faut apprendre les concepts. Et vous avez 2 solutions, partir sur un langage qui vous permet de faire les 2 concepts en même temps, ou aller voir un langage de programmation fonctionnelle pure. Je vous encourage très fortement à aller voir un langage de programmation fonctionnelle pure. Pas pour le mettre en prod. C'est un autre sujet de discussion. Si vous le mettez en prod, top. Mais pour apprendre les principes, les concepts de comment est-ce qu'il faut programmer en programmation fonctionnelle, je vous invite à aller voir un langage de programmation fonctionnelle pur, comme Haskell. Il y en a d'autres. Vous pouvez aller voir Helm, pour ceux qui aiment bien le JavaScript. C'est Haskell qui tourne en JavaScript, avec quelques morceaux de Haskell en moins, mais vous aurez l'essentiel dedans pour apprendre la programmation fonctionnelle. Et puis une fois que vous avez bien compris les principes de programmation fonctionnelle, commencez à aller voir un langage de programmation qui permet de faire les 2, dit hybride, comme Scala par exemple, qui vous permet de faire de la programmation fonctionnelle et de la programmation objet, ou Kotlin, qui vous permet de faire les 2 aussi. Java qui commence à s'y mettre, etc. Merci à tous.